Les 30 ans de la commémoration de la chute du mur de Berlin, l'Allemagne a célébré toute la semaine cet événement historique dans une atmosphère pesante marquée par un parfum de retour de la guerre froide et la montée des nationalismes. Hier, la chancelière Angela Merkel s'est exprimée le long de l'ancien tracé de mur. Le président Frank-Walter Steinmeier lui a succédé pour un discours avant un grand concert. Retour en images et explications sur cette journée anniversaire du 9 novembre. Le cyclone Bulbul a frappé le Bangladesh cette semaine. Les vents violents et les pluies torrentielles ont fait 14 morts et contraint 2 millions de Bangladais à passer la nuit dans des abris. Un drame de plus pour ce pays très vulnérable. Des centaines de milliers de morts ont été recensés ces dernières décennies à cause de la fréquence et de l'intensité de l'activité cyclonique. Et puis nous reviendrons sur la 21e édition des Energy Music Awards qui avait lieu hier soir à Cannes avec de très nombreux artistes récompensés. La France repart avec un certain nombre de trophées, notamment pour la chanteuse Angèle, le chanteur M. Pokora et le groupe Big Flo et Oli. Le détail tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue pour 30 minutes d'actualité. Le 9 novembre 1989, l'histoire contemporaine basculait avec la chute du mur de Berlin. 30 ans après, la capitale de l'Allemagne a célébré cet événement ce week-end. De nombreuses expositions et rassemblements ont été programmés tout au long de la semaine, mais les autorités ont prévu un programme politique minimum pour cette commémoration, dont le temps fort avait lieu hier, samedi 9 novembre, jour anniversaire de l'ouverture d'une frontière qui a séparé durant plus de 28 ans berlinois de l'Est et de l'Ouest. Retour sur les temps forts de cette journée anniversaire marquée par le discours de la chancelière Angela Merkel à l'endroit même où le mur a été érigé en août 1961, discours prononcé alors qu'aucun des alliés occidentaux n'était présent et dans un contexte politique et international très tendu. 1989-2019, l'Allemagne célébrait ce samedi le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin qui avait mis fin à la division de la ville et du continent. Temps fort de cette journée, la chancelière Angela Merkel a tenu un discours dans la matinée à l'intérieur de la chapelle de la Réconciliation, un des lieux de mémoire de la division de la ville du temps du rideau de fer, érigée dans une rue chargée d'histoire, la Bernauerstraße, qui fut le théâtre de drame lors de la construction du mur le 13 août 1961. Des habitants s'étaient jetés des fenêtres au péril de leur vie pour passer à l'ouest. Les valeurs qui fondent l'Europe doivent toujours être défendues. À l'avenir, il faut s'engager pour la démocratie, la liberté, les droits de l'homme et la tolérance, a assuré Angela Merkel. Le mur de Berlin appartient à l'histoire et nous enseigne qu'aucun mur qui exclut les gens et restreint la liberté n'est assez haut ou long qu'il ne puisse être franchi, a aussi souligné la chancelière, originaire elle-même de l'ancienne Allemagne de l'Est, communiste, et qui a entamé sa carrière politique dans le sillage de la chute du mur de Berlin. Cela vaut pour nous tous, à l'Est comme à l'Ouest, a-t-elle jugé. Sous un ciel lugubre, elle a déposé une rose dans les interstices d'un reste du mur. La chancelière était accompagnée des présidents de Slovaquie, de Pologne, de République tchèque et de Hongrie, des pays qui, il y a 30 ans, ont largement préparé le terrain de la chute du mur. Le soir, c'était au tour du président de la République, Frank-Walter Steinmeier, de s'adresser à la foule à la porte de Brandebourg. Le président allemand a exhorté les États-Unis de Donald Trump à faire preuve de respect à l'égard de leurs alliés et à tourner le dos à l'égoïsme national lors des cérémonies des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Alors que ces festivités s'annonçaient comme consensuelles, Frank-Walter Steinmeier, dont le rôle est honorifique mais qui est considéré comme l'autorité morale du pays, a mis les pieds dans le plat en soulignant à cette occasion la dégradation des relations transatlantiques ces dernières années. Devant la mythique porte de Brandebourg, symbole jusqu'en 1989 de la division de l'Allemagne, le président allemand a décrit dans un discours le rôle prépondérant des États-Unis, le bras fort de l'Ouest, dans la fin du rideau de fer il y a 3 décennies. Nous, les Allemands, nous devons beaucoup à cette Amérique en tant que partenaire dans le respect mutuel, en tant que partenaire pour la démocratie et la liberté contre l'égoïsme national. C'est ce que j'espère aussi à l'avenir, a asséné Frank-Walter Steinmeier. Une allusion voilée mais limpide à l'administration actuelle de Washington. Donald Trump, qui n'a pas fait de visite officielle en Allemagne depuis son élection en 2016 et projette de construire un mur entre son pays et le Mexique, a lui salué samedi en Allemagne
un des plus précieux alliés des États-Unis. Mais du contentieux au sujet des dépenses militaires à celui concernant le commerce, les relations entre l'Allemagne et les États-Unis n'ont jamais été aussi tendues dans la période d'après-guerre que depuis l'élection de Donald Trump. Au-delà, l'actuel chef de l'État américain a critiqué à plusieurs reprises l'Union européenne. Le président allemand a aussi délivré des messages à la nation allemande lors de cette célébration dans un enthousiasme mesuré de la fin du rideau de fer. Il a déploré que de nouveaux murs aient été construits dans tout le pays, des murs de frustration, des murs de colère et de haine. Fin de citation. L'Allemagne est loin d'afficher le même optimisme qu'il y a 30 ans. Angela Merkel a d'ailleurs reconnu que cela prendrait un demi-siècle ou plus pour achever la réunification allemande. La fracture politique et économique entre l'Est et l'Ouest plus riche du pays reste d'une brûlante actualité, en particulier avec le succès de l'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, dans l'ex-RDA. Le message anti-élite et anti-système de l'extrême droite fait mouche à l'Est, où nombre d'anciens Allemands de l'Est estiment être traités comme des citoyens de seconde zone. Sur le plan extérieur aussi, la zizanie est de mise entre les anciens alliés, signe du manque d'enthousiasme pour ce jubilé. Aucun des grands dirigeants occidentaux n'a fait le déplacement hier à Berlin. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a quitté le pays vendredi soir après 2 jours de visite et le président français Emmanuel Macron n'arrivera que ce soir pour un dîner avec la chancelière et le président allemand. Il y a quelques jours, le président français a jeté un pavé dans la mare en diagnostiquant que l'OTAN était, je cite, en état de mort cérébrale. Emmanuel Macron a notamment déploré l'absence de coordination entre les États-Unis et les partenaires de l'OTAN et le cavalier seul de la Turquie, membre de l'Alliance, intervenu récemment dans le nord de la Syrie. Aux mésententes entre les alliés de l'époque de la fin de la guerre froide s'ajoute un climat géopolitique international pesant. À Berlin, Mike Pompeo a enjoint aux pays occidentaux de défendre ce qui a été si durement gagné en 89 et de prendre conscience que nous sommes dans une compétition de valeurs avec les nations non libres, montrant du doigt tout particulièrement la Chine et la Russie. La chute du mur de Berlin a eu lieu il y a 30 ans, jour pour jour, le 9 novembre 1989. À cette occasion, un grand angle sera consacré à cet épisode historique de la guerre froide. Nous vous relaterons point par point les 2 crises de Berlin ayant conduit à l'histoire de ce mur, puis de sa chute, mais aussi le déroulé des événements heure par heure cette journée du 9 novembre 1989. Une belle leçon d'histoire à retrouver mercredi 20 novembre, enregistrez bien la date, en direct sur notre chaîne YouTube. Autre commémoration en France cette fois-ci, demain, lundi 11 novembre, journée marquant le 101e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Retour sur le choix de cette date. Ce lundi 11 novembre 2019, de nombreux hommages aux poilus morts pour la France seront programmés auprès des quelques 30 000 monuments aux morts édifiés dans les villes et villages français. À 11 h précises, les cloches commémoratives sonneront dans chaque village du pays. À Paris, la cérémonie commémorative du président de la République sur les Champs-Élysées sera retransmise en direct sur France 2 dès 9 h 30. L'émission sera présentée par Julien Bugier. Dans le 10e arrondissement de Paris, à 11 h, se tiendra la cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 devant le monument aux morts de la mairie du 10e arrondissement. Le choix de la date du 11 novembre n'est pas un hasard, il s'agit d'un choix français, puisque cette date tombe pile sur celle de la fête traditionnelle du saint patron des Francs, Saint-Martin. Le canon s'est donc tu à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918 sur le front nord-est de l'Hexagone, et par conséquent dans toute l'Europe. Les soldats sortent alors des tranchées sans crainte, mais les festivités sont forcément endeuillées. À partir de 11 h du matin, le 11 novembre 1918, volées de cloches et sonneries de clairons annoncent la fin des combats sur le front occidental. Ils retentissent après 4 ans de guerre qui ont laissé une France exsangue et 1 500 000 victimes, jeunes pour la plupart. Au total, la Grande Guerre a fait plus de 8 millions de morts et de blessés. À 16 h au Palais Bourbon, Clémenceau lit les conditions d'armistice. Il salue également l'Alsace et la Lorraine, tout en rendant hommage à la nation. En 1919, le projet de l'hommage à un soldat inconnu mort à la Première Guerre mondiale, symbole anonyme de tous les poilus, est adopté par les députés français. L'année suivante, le soldat inconnu qui doit être transféré à Paris est désigné par un autre soldat à Verdun par le dépôt sur un des cercueils d'un bouquet de fleurs. Dans la foulée, en 1920, le Parlement vote la loi suivante à l'unanimité. Article 1er, je cite, « Les honneurs du Panthéon seront rendus au reste d'un des soldats non identifiés morts au champ d'honneur au cours de la guerre 14-18 ». L'article 2 stipule, quant à lui, « Les restes du soldat inconnu seront inhumés sous l'Arc de Triomphe ». Cela sera fait le 28 janvier 1921.
Le 24 novembre 1922, le Parlement déclare le 11 novembre fête nationale avec la dénomination de jour du souvenir. Dès lors, le 11 novembre devient un jour férié. Le 11 novembre de l'année suivante, suite à l'idée émise par plusieurs artistes, une flamme du souvenir est allumée par le ministre de la Guerre, André Maginot. Flamme sacrée qu'un comité de la flamme a depuis la tâche de raviver tous les jours au crépuscule. Elle ne s'est jamais éteinte, même pendant l'occupation. Pour la maintenir en vie, une cérémonie très stricte du ravivage de la flamme est observée au quotidien depuis 92 ans, toujours la même. Elle a lieu tous les soirs à 18h30. Pour être tout à fait complet, je vous donne rendez-vous pour un grand angle exceptionnellement diffusé demain lundi, jour anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et consacré à celle que l'on surnommait la DER des DER. En quoi l'expérience combattante de la Première Guerre mondiale est-elle révélatrice d'une guerre totale? C'est la question que nous nous sommes posée et à laquelle nous répondrons donc demain. Dans le reste de l'actualité, cette nouvelle catastrophe naturelle au Bangladesh, où le cyclone Bulbul a frappé le pays cette semaine ainsi que l'est de l'Inde. 14 personnes ont perdu la vie. Le Bangladesh est souvent touché par des cyclones qui ont fait des centaines de milliers de morts ces dernières décennies et dont la fréquence et l'intensité ont augmenté. Les catastrophes naturelles s'enchaînent, charriant leur lot de morts et de désespoir mois après mois. Le cyclone Bulbul a frappé le Bangladesh et l'Inde avec des vents violents et des pluies torrentielles faisant 14 morts et contraignant 2 millions de Bangladais à passer la nuit sous des abris. Le cyclone, qui était accompagné de vents atteignant les 120 km/h, a frappé hier soir les zones côtières de ces deux pays voisins, entraînant la fermeture des aéroports et des ports. 7 personnes sont mortes dans l'état du Bengale occidental, dans l'est de l'Inde, dont 2 quand des arbres se sont abattus sur leurs habitations et une autre après la chute d'un arbre à Calcutta. L'effondrement d'un mur dans l'état voisin d'Odisha, dans le nord-est, a également fait un mort. Au Bangladesh, 6 personnes ont perdu la vie et au moins 20 personnes ont été blessées. 5 autres étaient portés disparus après le naufrage d'un bateau de pêche sur une rivière proche de l'île de Bola, dans le sud du pays. Le cyclone a également causé des dégâts sur environ 4000 maisons, faites principalement de boue et de tôle. Dans la région côtière de Khulna, dans le sud du Bangladesh, la plus touchée du pays, des arbres déracinés sont tombés sur les routes, empêchant l'accès à cette zone. Les parties situées à basse altitude ont été inondées. Le cyclone a baissé en intensité à mesure qu'il pénétrait à l'intérieur des terres. Il a d'abord frappé les Sundarbans, une région faite d'innombrables bras et canaux du delta du Gange et qui abrite la plus grande forêt de mangroves du monde. Partagée entre le Bangladesh et l'Inde, cette région est aussi l'habitat du tigre du Bengale, une espèce menacée. Au Bangladesh, ce sont plus de 2 millions de personnes qui ont donc été évacuées et installées dans plus de 5500 abris spéciaux. Des militaires bangladais ont été dépêchés dans des villages et des dizaines de milliers de volontaires ont fait du porte-à-porte, appelant les habitants par haut-parleur à s'enfuir, certains villages étant en dessous du niveau de la mer. Quelques 1500 touristes sont restés bloqués sur l'île de Saint-Martin, dans la baie du Bengale, les services maritimes ayant été interrompus par les intempéries. Le Bangladesh est un pays plat situé pour l'essentiel à moins de 12 mètres au-dessus du niveau de la mer et pour 10% de son territoire en dessous de ce niveau. Il est régulièrement touché par des cyclones qui ont fait sur les dernières décennies des centaines de milliers de morts et dont la fréquence et l'intensité ont augmenté depuis une vingtaine d'années. Les autorités ont toutefois nettement amélioré leur capacité d'anticipation et en février, Fanny, le plus gros cyclone à avoir frappé le pays depuis 5 ans, a tué seulement une dizaine de personnes. Par comparaison, en 2007, le cyclone Sidr avait fait plus de 3000 morts. En France, Amélie, la première tempête de l'automne, a touché le week-end dernier le centre-ouest et le sud-est du pays, avec des vents jusqu'à 163 km/h sur le littoral atlantique. Nous vous en parlions dimanche dernier. Un premier bilan de cette tempête assez exceptionnelle a été dressé en début de semaine. Il est édifiant. En voici le détail. Un vaste système dépressionnaire s'est formé depuis le 1er novembre 2019 sur l'Atlantique Nord avant de s'étendre le week-end dernier à l'Europe de l'Ouest. Plusieurs dépressions plus ou moins actives se sont formées à l'intérieur, dont la tempête Amélie, qui a pris naissance le 3 novembre au large de Terre-Neuve. Propulsée par un fort courant d'haute altitude appelé jet stream,
avec des vents à 300 km/h. Amélie a mis seulement 36 heures pour s'intensifier et traverser l'Atlantique pour atterrir à 1 heure dimanche dernier au sud du département du Finistère. Elle a généré une situation de tempête au sud de sa trajectoire à partir de la nuit de samedi à dimanche pour ensuite toucher la côte atlantique. Amélie est une tempête atypique de par sa précocité en novembre sur ces régions et son intensité avec des vents jusqu'à 163 km/h générés localement sur les littoraux. La superficie touchée reste cependant très limitée. Elle ne peut être nullement comparée à la tempête Klaus de février 2009 qui avait touché 19% du territoire avec des vents jusqu'à 161 km/h à Bordeaux. On notera néanmoins que quelques records de vent vieux de 30 ans pour un mois de novembre ont été battus. C'est entre minuit et 1 heure dimanche que les premiers vents ont dépassé les 100 km/h au large du Morbihan avant de se diriger rapidement vers la côte charentaise, puis la côte aquitaine en fin de nuit. Jusqu'en milieu de matinée, la tempête a touché les régions du centre-ouest et sud-ouest, avec les vents les plus violents observés sur le littoral et l'ouest de la Gironde. Amélie a ensuite perdu de sa puissance en fin de matinée en s'éloignant vers le sud-est. Voici les valeurs parmi les plus fortes rafales observées et records dans le sud-ouest. Vous les voyez sur cette carte. Record battu au Cap Ferré avec 163 km/h, 148 km/h pour Messanges et Belle-Île-en-Mer. On atteignait les 111 km/h à Royan. À Millau, les 102 km/h ont été enregistrés et en Corse, jusqu'à 150 km/h de rafale. Au total, ce sont 140 000 foyers qui ont été privés d'électricité, 6 personnes ont été blessées dans le sud-ouest et une septuagénaire portée disparue suite à un glissement de terrain dans les Alpes-Maritimes dimanche dernier a été retrouvée morte le lendemain. Cette photographie à présent, l'ampleur des dégâts témoigne de la violence du phénomène. Vers 13h30, ce samedi 9 novembre, une mini-tornade s'est abattue sur une petite commune près d'Auray, dans le Morbihan, en Bretagne. La mairie annexe, le lycée et plusieurs habitations de Brec ont été touchées de façon soudaine. Des vidéos émanant des réseaux sociaux montrent que le toit d'une maison a été en partie arraché et que de nombreux arbres ont été soufflés avant de joncher le sol. Très vite, des secours sont arrivés sur place pour sécuriser la zone et s'assurer qu'il n'y ait pas de victimes. Selon Ouest France, des arbres et des barrières ont été déchiquetés sous la violence de la tornade. Pendant plusieurs heures, des rues de la commune sont restées fermées à la circulation afin de permettre aux secours d'intervenir et de dégager les débris qui pouvaient entraver la circulation. Au chapitre économie, c'est un projet qui n'avait pas d'équivalent depuis Euro Disney il y a 27 ans. Il s'agissait de bâtir, à côté de Paris, un immense complexe de loisirs avec des centaines de boutiques. Un projet pharaonique baptisé Europa City, décrié par les écologistes qui devait attirer à terme 30 millions de visiteurs par an et des milliers d'emplois. Le président de la République a décidé d'abandonner le projet. Pourquoi? Voici des éléments de réponse. Clap de fin pour Europa City. Ce jeudi, l'Elysée a annoncé l'abandon définitif du projet qui devait voir le jour sur le triangle de Gonesse dans le nord de Paris. Porté par la société Alliage et Territoire, cet investissement privé estimé à plus de 3 milliards d'euros visait à devenir la future destination de loisirs du Grand Paris, mais restait fortement controversé. Des opposants pointaient notamment le coût écologique du projet et le qualifiaient de méga-centre commercial fondé sur une logique consumériste datée. L'annonce du président de la République est intervenue en amont du Conseil de défense environnementale. Lors du premier conseil en mai dernier, le gouvernement avait annoncé l'abandon du projet de mine d'or à ciel ouvert en Guyane, Montagne d'Or. Ces objectifs avaient été jugés incompatibles avec les priorités environnementales de l'exécutif. Cette fois-ci, Emmanuel Macron a décidé d'abandonner le projet de méga-complexe Europa City, le jugeant daté et dépassé et estimant qu'il ne répondait plus aux aspirations de nos concitoyens. Fin de citation. Le chef de l'État souhaite désormais réfléchir à un projet alternatif plus vaste que le triangle de Gonesse. Le projet alternatif souhaité par le chef de l'État sera plus mixte, plus moderne, sans créer un pôle démesuré de consommation, de loisirs et d'objets. Europa City est un projet immobilier de méga complexe regroupant des loisirs, des équipements culturels, des commerces, des hôtels et restaurants ainsi qu'un parc urbain et une ferme urbaine qui aurait donc pu voir le jour en 2027 sur le territoire du triangle de Gonesse, dans la commune de Gonesse, dans le Val d'Oise, le long de l'autoroute A1, entre l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport de Paris-Le Bourget, et à la limite de la Seine-Saint-Denis. Le projet était présenté comme structurant pour le Grand Paris,
Par ses promoteurs, Europa City aurait été desservie par le Grand Paris Express, la ligne 17 du métro, avec la gare du Triangle de Gonesse et par les transports routiers collectifs du barreau de Gonesse, reliant le RER D au RER B. L'ensemble de la zone d'aménagement concerté, la ZAC, et la gare qui aurait permis l'implantation de ce projet, ses infrastructures, ses réseaux, ses espaces publics aussi, auraient été portés par Établissement public d'aménagement, EPA. Le projet aurait eu un solde positif d'environ 8000 emplois. La pertinence et la dimension du projet d'aménagement dans son ensemble sont contestées depuis l'origine, notamment quant à son impact environnemental et l'artificialisation de terres agricoles qu'il implique, et ce malgré l'effort fait par les collectivités du Roissy Pays de France qui ont sanctuarisé 400 hectares de terres agricoles d'un seul tenant dans le triangle de Gonesse, rendu 600 hectares à l'agriculture dans les PLU des communes et préservé 16 000 hectares de terres agricoles dans le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France. Ce jeudi 7 novembre 2019, le projet a donc été définitivement abandonné. En économie toujours, suite à l'annonce de la privatisation de la Française des Jeux, les Français semblent séduits et joueurs. La vente des actions de la Loterie nationale qui doit aboutir à son entrée en bourse le 21 novembre prochain prend déjà en effet des allures de succès populaire avec déjà plus de 200 millions d'euros d'actions demandées. En cette période automnale, le temps n'est plus à la baignade, bien évidemment, mais à la balade sur les plages de la côte atlantique, et les promeneurs pourraient tomber nez à nez avec de la cocaïne pure. Oui, vous avez bien entendu, des Landes à la Vendée, les découvertes de paquets de cocaïne sur les plages se multiplient ces dernières semaines. Elles ne tombent pas du ciel, bien évidemment, mais arriveraient par la mer. Explication. Le parquet de Rennes a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête après la découverte de ballots de stupéfiants, dont de la cocaïne, échoués sur les plages de la façade atlantique. Depuis lundi, des emballages suspects ont été retrouvés sur l'ensemble des plages de la façade atlantique, de la Loire-Atlantique, jusque dans les Landes. Des premières analyses, il ressort que ces emballages échoués sont en réalité des ballots contenant des produits stupéfiants, et notamment de la cocaïne présentant un degré de pureté important, et de ce fait particulièrement dangereuse. À ce jour, une quantité très significative de stupéfiants a ainsi pu être récupérée, et au vu du nombre important de points de découverte, la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes a été saisie vendredi afin de centraliser les recherches initialement diligentées localement par les parquets de Saint-Nazaire, Bordeaux ou Dax. En Gironde, des promeneurs ont découvert depuis jeudi des paquets de cocaïne sur les plages de la Teste et Arcachon, sur le bassin d'Arcachon. Il s'agit de quantités importantes, selon le parquet de Bordeaux. En raison des spécificités de cette affaire, l'enquête a été confiée par le parquet de Rennes à la section de recherche de la gendarmerie maritime, au groupement de gendarmerie de la région Pays de la Loire, ainsi qu'à l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, travaillant de concert. Le parquet de Rennes rappelle que toute découverte doit être immédiatement portée à la connaissance des services de police ou de gendarmerie sans aucune manipulation. Le fait de transporter ce type de produit constitue un délit passible de 10 années d'emprisonnement. En bref, des opérations de démantèlement de 2 camps de migrants installés dans le nord-est de Paris ont débuté ce jeudi matin. Entre 600 et 1200 personnes vivent dans ces campements de fortune regroupés autour de la porte de la Chapelle. Quelques 600 policiers ont été mobilisés. Ces évacuations interviennent dans un contexte de durcissement de la rhétorique sur la politique migratoire. Et dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé que la petite Samira, âgée de 10 ans, qui a perdu sa mère en Méditerranée et qui devait être envoyée en Italie, comme le prévoit la procédure de Dublin pour les demandeurs d'asile, restera en France en attendant un réexamen de son dossier. Une décision qui apparaît après la publication de la pétition lancée en faveur de l'enfant. Initiée par l'eurodéputé socialiste Raphaël Glucksmann, la pétition a reçu plus de 150 000 signataires et continue d'être signée après l'annonce du ministre. Des personnalités comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou les actrices Marina Foïs et Adèle Exarchopoulos étaient également signataires. Cette question à présent, pourquoi les enseignants craquent-ils ? Vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, nous vous en parlions de cette directrice d'école, Christine Renon, qui s'était suicidée dans son établissement de Pantin, en Seine-Saint-Denis, après avoir publié une lettre dans laquelle elle expliquait les raisons de son passage à l'acte. On pouvait y lire la solitude du métier, l'accumulation des tâches, la succession des réformes, les tensions aussi avec l'institution. Un récit dans lequel de nombreux enseignants, de la maternelle au lycée, disent se retrouver. Enquête. Elle s'appelait Christine Renon et depuis 2012 dirigeait l'école Le Méhul à Pantin, en Seine-Saint-Denis, la banlieue nord-est de Paris.
Une école maternelle, 11 classes, 260 élèves, des petits, des moyens, des grands, âgés de 3 à 6 ans. Christine Renon, elle en avait 58 et comptait parmi les figures du quartier. Une célibataire dynamique, des cheveux bruns, des lunettes rondes, passionnée par son métier, dotée d'un humour décapant, une bonne vivante, témoigne une de ses collègues. Tous les matins, elle arrivait à son poste dès 7h30. Lorsque l'on dirige une école, il y a toujours beaucoup de choses à faire, plein de problèmes à régler, des problèmes humains, des problèmes administratifs, des problèmes de logistique. Un jour, il faut se battre avec la mairie pour obtenir des chaises, le lendemain se battre pour obtenir des rouleaux de papier toilette ou de la peinture, des crayons. Plus d'une fois, la quinquagénaire, lasse de réclamer, a acheté des fournitures sur ses propres deniers. Et puis il y a sans cesse de nouvelles procédures, la paperasse à remplir, une avalanche de réformes contradictoires, à quoi s'ajoutent les fuites d'eau, les gosses qui se blessent à la récréation et les remplaçants à trouver quand les enseignants tombent malades. Dans son établissement, Christine Renon était à la fois intendante, manutentionnaire, chef de sécurité, comptable, gestionnaire, assistante sociale, psychologue, infirmière. À peine le temps pour les aspects pédagogiques de sa mission. Surcharge de travail, stress et perte de sens, et personne pour l'aider, aucun soutien de sa hiérarchie, bref, une solitude absolue. Tout cela, elle l'a écrit dans une lettre datée du 21 septembre, 3 pages qu'elle a adressées à l'inspecteur d'académie, à son syndicat et au directeur des autres écoles de Pantin. Aujourd'hui, samedi, je me suis réveillé épouvantablement fatigué, épuisé après seulement 3 semaines de rentrée. Je me demande si je ne ferai pas une petite déprime. Je n'ai pas l'habitude, je n'en ai jamais fait, mais j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin et envie de pleurer, et je suis tellement fatiguée, dit-elle. En haut de la lettre, l'entête officielle de l'Éducation nationale. Au bas de la lettre, Christine Renon, directrice épuisée. Ensuite, après avoir posté la trentaine de courriers, elle a pris le chemin de la maternelle Méhul. Elle a laissé un petit mot à la gardienne. Ne rentrez pas, appelez les pompiers. Puis elle s'est jetée d'une balustrade dans le hall de son école. Cependant, le chagrin s'exprime également, notamment à l'école Méhul de Pantin. Dans la cour, des bouquets de fleurs, des mots et des dessins d'enfants. Certains sur les murs ont écrit le prénom Christine à la craie, avec des cœurs et des merci. La peine et la sidération, c'était une femme si solide, pouvait-on entendre, mais quand la pression est trop forte, même les rocs peuvent s'effriter. Et puis, jour des obsèques, une mobilisation nationale avec un appel à la grève et des hommages, ça et là, 3000 personnes à Bobigny et des centaines ailleurs dans l'Hexagone, à Lille, à Brest, à Montpellier, Marseille, Vaux-en-Velin, Angers, Melun ou même Poitiers. Le suicide de Christine Renon est désormais devenu le symbole de la détresse des directeurs et directrices d'école. Ils sont 45 000 en France et une bonne partie à bout de force. Ils se sont reconnus dans sa lettre. Les difficultés qu'elle décrit sont les leurs. Sur leur pancarte, on pouvait lire des « Je suis Christine » ou « Combien de Christine Renon devront donner leur vie ?» Ça va, je tiens, j'avance. Quand on demande à Sabine, 20 ans de métier, si elle a toujours envie d'enseigner en Seine-Saint-Denis, elle semble elle-même presque surprise de sa réponse. À ressasser les difficultés, on finit par penser qu'on en a marre, et puis non. Il suffit de parler de l'école pour retrouver le sens de notre mission, dit-elle. Comme bon nombre de professeurs pour qui le suicide de Christine Renon en septembre a levé le voile sur le malaise qui traverse la profession, Sabine se souvient précisément de ce qu'elle faisait le 23 septembre à l'annonce de la mort de cette collègue de Pantin. Ce lundi-là, j'étais à l'école à 7h15, j'en suis reparti après 19h. Ce n'est qu'une fois dans le métro que je me suis autorisé à me retourner sur ma journée et à penser à Christine. Son geste, ce qu'elle a couché sur le papier avant de se tuer, c'est l'exact miroir de notre quotidien. De fait, Christine Renon a donné sa vie à l'éducation nationale et ce sont les carences, la froideur, le mépris de cette institution qu'elle a mis en lumière en se donnant la mort au sein de son école. Geste ultime de désespoir qui nous rappelle une évidence, il est intolérable de souffrir à cause de son travail. En bref, des milliers de personnes participaient ce dimanche à la marche contre l'islamophobie dans les rues de Paris, une initiative lancée par une cinquantaine de personnalités pour dire stop à l'islamophobie et à la stigmatisation grandissante des musulmans. Le cortège est parti de la gare du Nord à 13h pour se terminer place de la Nation vers 16h. Le début de la manifestation a été marqué par l'apparition d'une femme qui, suivant le mode d'action des militantes féministes Femen, est apparue dans le cortège, seins nus et poings levés. Celle-ci a été aussitôt interpellée. Ce nombre à présent, 167 096, c'est le nombre de morts dus au terrorisme islamiste en 40 ans. Voici le résultat choc de l'étude réalisée par la Fondation pour l'innovation politique. On apprend également que près de 34 000 attentats ont eu lieu dans 81 pays sur cette période. Les cibles principales de ces
attentats sont les civils et les militaires, respectivement 29 et 25%. De manière générale, l'étude note un tournant clé dans la date du 11 septembre 2001, alors que 4 avions sont détournés pour atterrir en Pennsylvanie, dans les tours du World Trade Center à New York, et prennent également pour cible le Pentagone à Washington. Il s'agit des attentats les plus meurtriers jamais enregistrés, avec 3000 morts et 16 500 blessés. Un autre élément particulièrement marquant ressort de l'étude: 91% des morts provoquées par des attentats islamistes ont été enregistrés dans des pays musulmans, 44% au Moyen-Orient et Afrique du Nord, 30% en Asie du Sud, principalement l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde, et 21% en Afrique subsaharienne, contre 0,9% pour l'Europe et la Russie. L'État islamique, l'organisation la plus meurtrière de l'histoire à ce jour, recense 8185 attentats à elle seule entre 2006 et 2017. Du côté de la France, on recense 71 attentats ayant causé 317 morts. 59% des attentats islamistes commis en France ont eu lieu entre 2012 et 2019, soit sur une période resserrée, et 46 attentats se sont déroulés en Île-de-France. La France est à l'heure actuelle le pays européen le plus touché par les attentats islamistes. Un mot du voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Le président français a loué mardi le rôle de la culture pour rapprocher la France et la Chine en inaugurant le centre Pompidou de Shanghai, la première implantation hors d'Europe pour le musée parisien. Ce n'est qu'une étape. Vive l'amitié entre la Chine et la France, a déclaré le chef de l'État français lors d'un discours dans ce nouveau lieu dédié à l'art moderne et contemporain. Œuvre de l'architecte britannique David Chipperfield, le centre Pompidou Westbourne Museum Project offre près de 25 000 m² d'exposition et de lieux de rencontre sur les berges du Yangpu, la rivière qui traverse l'immense métropole de 24 millions d'habitants, une mégapole donc. Emmanuel Macron a visité pendant près d'une heure la première exposition du musée, The Shame of Time, la force du temps, qui présente des œuvres européennes comme Picasso, Soulages, et asiatiques. Il était accompagné de son épouse Brigitte, de responsables culturels et d'artistes français comme le musicien Jean-Michel Jarre, et chinois dont le peintre Yan Peiming, après un déjeuner avec certains d'entre eux. Faisant l'éloge de l'ouverture de la Chine, Emmanuel Macron a salué les nombreux projets culturels menés dans ce pays par des institutions françaises, notamment le château de Versailles, les musées Picasso ou Rodin, l'orchestre de Radio France, qui réinvente la relation entre les deux pays. Dans la délégation présidentielle pour cette visite d'État, qui s'est terminée mercredi à Pékin, figure également le comédien Guillaume Canet, qui réalisera le prochain film des aventures d'Astérix, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le réalisateur a indiqué avoir noué de premiers contacts avec l'espoir de filmer des scènes du film en Chine, notamment à proximité de la célèbre Grande Muraille. En Irak, manifestants et forces de l'ordre s'affrontaient ce dimanche dans le centre de Bagdad, devenu un champ de bataille à l'air saturé de gaz lacrymogène, les protestataires tentant de rester mobilisés face à une répression qui va, selon l'ONG Amnesty International, vers un bain de sang. On fait le point sur place. Le mouvement de contestation lancé le 1er octobre et réclamant la chute d'un pouvoir jugé corrompu et incompétent a un temps semblé faire trembler les autorités, mais plus d'un mois plus tard et environ 300 morts, selon un bilan compilé par l'AFP, l'agence française de presse, leurs rangs sont plus resserrés que jamais. Elles se sont même accordées avec la majorité des forces politiques pour en finir avec les manifestations où elles sont conspuées, ainsi que le puissant voisin iranien considéré comme l'architecte du système politique irakien rongé par le clientélisme et la corruption. Après cet accord pour un retour à la vie normale, les forces de sécurité ont intensifié samedi la répression dans un pays toujours coupé du monde, sans internet et sans réseaux sociaux. Le même jour, 9 manifestants ont été tués par des balles réelles ou des grenades lacrymogènes tirées dans la tête à Bagdad, aux abords de la place Tahrir, épicentre de la contestation, et 3 à Bassora, deuxième ville du pays, à Saint-Point-de-Sud. Les affrontements ont repris ce dimanche sur la place Kalani, dans le centre de Bagdad, où l'air est rempli de gaz lacrymogène tiré. Des dizaines de manifestants couraient se mettre à l'abri avant de revenir vers les forces de l'ordre entre les charges. Depuis hier soir, les forces essayent d'avancer vers Tahrir pour disperser les manifestants. Mais, prévient un soignant qui aide les blessés, nous sommes sur Tahrir et nous y resterons. Les forces de l'ordre ont érigé des murs de béton pour séparer la place Kalani de celle de Tahrir, où elles sont restées pour le moment à l'écart. Dans la ville pétrolière de Bassora, les forces de l'ordre empêchent désormais les manifestants d'approcher du siège du conseil provincial après avoir mené de nombreuses arrestations. Et à Nasiriyah, dans le sud du pays, elles tirent des grenades lacrymogènes sur les manifestants qui tentent de faire fermer une nouvelle administration dans le cadre de la désobéissance civile qui continue de paralyser de nombreuses institutions au sud du pays. Avec un jeune sur 4 au chômage et un habitant sur 5 sous le seuil de pauvreté, les manifestants disent qu'ils bloqueront le pays tant qu'ils n'auront pas obtenu leur part de pétrole en Irak, deuxième producteur de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole.
On passe au sport avec de la Formule 1 et le 6e sacre mondial de Lewis Hamilton, mais aussi du tennis avec la victoire de Novak Djokovic au Masters 1000 de Paris-Bercy et les Françaises qui l'emportent à la Fed Cup 2019. Lewis Hamilton entre un peu plus dans la légende de la Formule 1. Le Britannique a été couronné champion du monde pour la 6e fois dimanche dernier grâce à sa 2e place au Grand Prix des États-Unis. Comme un symbole de la toute-puissance de son écurie Mercedes, c'est son coéquipier Valtteri Bottas qui a remporté la course à Austin, dans le Texas. À 34 ans, la star britannique Hamilton devance désormais le légendaire Juan Manuel Fangio, 5 fois champion du monde, et revient à un sacre du record de Michael Schumacher. Même affaibli, Novak Djokovic reste le roi de Bercy. Malade au début du tournoi, le Serbe a remporté son 5e Masters 1000 de Paris dimanche dernier en s'imposant face au jeune Canadien Denis Shapovalov en 2 manches. Djokovic en est au 77e titre de sa carrière. Enfin, un titre historique et inattendu au bout du monde. La France a remporté la 3e Fed Cup de son histoire face à l'Australie après son succès lors du double décisif à Perth ce dimanche. Les Françaises Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont d'abord lutté pour remporter un premier set accroché 6-4 avant de surclasser leurs adversaires australiennes dans le 2e set 6-3 pour s'imposer sans trembler en 2 manches. Pour sa première saison à la tête de l'équipe de France, Julien Beneteau réussit ainsi à un coup de maître, remporter le trophée après avoir remis en selle et redonné confiance à ses 2 meilleures joueuses qui entretenaient depuis plusieurs années des relations tendues. Aujourd'hui, ce n'est pas une série qui va faire l'objet de notre rubrique Netflix, mais un film paru en avril dernier et qui a marqué chacun d'entre nous après l'avoir vu. Il s'appelle Tu emmèneras qui sur une île déserte et retrace l'histoire de 4 colocataires de longue date qui voient leur vie basculer suite à la révélation d'un secret. Ce film pousse chaque personnage dans des retranchements inattendus. Rota Linares apporte un art de la nuance et évite justement les larmes faciles. Ce long métrage est plein d'humanité et de bonne intention. Mené par des acteurs peu connus mais au grand talent, le film nous plonge dans le quotidien de jeunes colocataires particulièrement attachants. Nous pouvons définir l'espace comme un huis clos, mais aucune longueur et une vérité dans chaque propos. Ce qu'il y a de plus poignant, ce sont les discours apportés par nos 4 personnages, des vécus qui s'entremêlent, des propos blessants mais réalistes et des choix cruciaux. Nous pouvons y retrouver dans le campement des rôles notre belle Maria Pedraza et Jaime Lorente, tous deux présents dans la série Élite, dans les rôles respectifs de Marina et Nano. Des questions existentielles se posent, une réflexion psychologique s'installe et nous aide à percer les émotions de ces 4 amis. Ce film nourrit avec intelligence une histoire étincelante, filmée d'une manière très originale, des chants, des contre-chants. Le cadreur s'est impliqué tout au long des 90 minutes, comme l'ensemble des équipes, lesquelles ont fourni un excellent travail, autant dans la forme que dans le fond. Mensonges, amour homosexuel refoulé, ils ont tous des secrets qui vont éclater au fur et à mesure que le film progresse, et nous restons sans voix face à la fin de cette pépite qui est à recommander vivement. Et à la télévision, cette semaine, les commémorations de l'armistice du 11 novembre sur France 2 et France 3, suite et fin du documentaire Apocalypse, la guerre des mondes, consacré à la guerre froide, mais aussi un film bouleversant retraçant l'histoire vraie d'une mère de famille désespérée qui va tenter un braquage pour survivre. Ce lundi à 9h30, édition spéciale de la rédaction de France 2 présentée par Julien Bugier et consacrée à la cérémonie du 11 novembre. Au cours de la matinée, le président de la République Emmanuel Macron se rendra au pied de la statue de Georges Clemenceau et à l'Arc de Triomphe où se déroulent les cérémonies en hommage aux soldats morts pour la France. Les journalistes rencontreront des descendants de poilus qui témoigneront de l'impact qu'a eu la Grande Guerre sur le destin de leur famille. Et France 3 rend également hommage aux poilus de la Grande Guerre avec ce documentaire de Gabriel Le Beaumain, Après la guerre, l'impossible oubli, diffusé ce lundi soir à 21h05. Nourri d'images d'archives et de témoignages inestimables, ce documentaire saisissant revient sur l'armistice du 11 novembre 1918 qui provoqua une joie immense après 4 années de souffrance. La France, bien que de nouveau en possession d'Alsace-Lorraine, sort meurtrie de ce conflit. Et si vous ne voulez pas vous plonger dans la guerre, regardez ce film sur TF1 demain soir à 21h05, intitulé Itinéraire d'une maman braqueuse, avec l'excellente Cécile Réboa, révélée dans les séries Fais pas ci, fais pas ça et Les Bracelets Rouges. Dans ce téléfilm d'Alexandre Castagnetti, Cécile Réboa campe le rôle d'une mère de famille désespérée. Après avoir découvert l'infidélité de son compagnon, Laura, maman de 2 garçons, le quitte. Elle parvient à trouver un appartement, mais entre le loyer, l'ameublement et les dépenses courantes, les factures s'accumulent. Surendettée, cette femme
commet alors l'irréparable, un braquage. Ce film est tiré d'une histoire vraie, celle de Rose Anne Vicari, qui a d'ailleurs sorti un livre, Un début de mois difficile aux éditions Max Milo, dans lequel elle relate sa descente aux enfers. Mardi soir, sur France 2 à 21h05, les 3 derniers volets de votre série événement Apocalypse, la guerre des mondes, abordent la mort de Staline en 1953, l'édification du mur de Berlin, les guerres d'Indochine, d'Algérie et du Vietnam, la crise de Cuba aussi, qui a laissé craindre une 3e guerre mondiale. Du football, jeudi soir à 20h35 sur M6, avec le match France-Moldavie pour les éliminatoires de l'Euro 2020, en direct du Stade de France à Saint-Denis. Après le match nul concédé face à la Turquie, 1-1, le mois dernier, les Bleus de Benjamin Pavard ont besoin d'une victoire ce jeudi soir pour valider leur qualification pour le prochain championnat d'Europe des Nations. Le sélectionneur Didier Deschamps pourra notamment compter sur le retour de Kylian Mbappé sur le front de l'attaque pour épauler Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Et football ce soir, toujours avec le match Marseille-Lyon, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. 13e au terme de la 11e journée avec seulement 3 victoires au compteur. Les Guns réalisent un parcours loin de leurs ambitions. Kevin Strootman et les Marseillais devront donc se méfier de la réaction des Rhodaniens qui viennent au stade Vélodrome avec l'obligation de prendre des points. Les Marseillais retrouvent ce soir leur ancien entraîneur, Rudy Garcia, qui a récemment remplacé le Brésilien Silvino sur le banc de Lyon. Marseille-Lyon, c'est un match à suivre à 21h sur Canal+. La 21e édition des Energy Music Awards a eu lieu hier soir en direct du Palais des Festivals à Cannes. On fait le point sur les récompenses qui font la part belle aux artistes français. La chanteuse belge Angèle a remporté son premier Energy Music Award hier soir. Elle est repartie avec l'award de l'artiste féminine francophone de l'année. Son hit Balance ton quoi est devenu incontournable. Après quelques années d'absence, le chanteur français M. Pokora a fait son grand retour sur la scène musicale avec la sortie de Pyramide. Il a reçu l'award de l'artiste masculin francophone de l'année. Grand champion d'Energy Music Awards ces dernières années, le chanteur a à son actif 12 trophées. Pour la 2e année consécutive, Ed Sheeran a remporté le prix de l'artiste masculin international de l'année. Cette fois-ci, la star faisait face à des concurrents de taille, Pedro Capó, Post Malone, Shawn Mendes et Sam Smith. Les frères toulousains Big Flo et Oli ont été quant à eux récompensés par l'award du groupe duo francophone de l'année. Lady Gaga et Bradley Cooper ont été sacrés dans la catégorie groupe duo international de l'année. Angèle et Romeo Elvis ont remporté la chanson francophone de l'année avec leur titre Tout oublié. Autre award pour les frères de Big Flo et Oli qui ont été sacrés pour le clip de l'année face à des adversaires de taille. Billie Eilish avec Bad Guy, Ed Sheeran et Justin Bieber avec I Don't Care, Soprano Vincenzo avec Le Coach, Black M avec Mon Beau-Frère, Lil Nas X et Billy Ray Cyrus avec Old Town Road, les Jonas Brothers avec Sucker et enfin Angèle et son frère Romeo Elvis avec Tout oublié. Les 3 frères des Jonas Brothers se sont quant à eux produits sur la scène d'Energy Music Awards lors de cette 21e édition et ils sont repartis avec un award d'honneur. À seulement 17 ans, Billie Eilish a été choisie dans la catégorie Révélation internationale de l'année. Le succès de son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, sorti le 29 mars dernier, s'explique notamment par les hits qui le portent tels que Bad Guy et son clip déjanté qui a marqué les esprits. Le jeune Bilal Hassani, qui avait représenté la France lors de l'Eurovision, a été couronné Révélation francophone de l'année. Côté international, Ariana Grande, sacrée artiste féminine internationale de l'année pour la 2e fois consécutive. Le tube Señorita de Shawn Mendes, Camila Cabello est reparti avec l'award de la chanson internationale de l'année. DJ Snake rafle lui l'award du DJ de l'année face à ses concurrents David Guetta, Calvin Harris ou encore Offenbach. Enfin, le tout nouvel award qui récompense la performance francophone de la soirée a été décerné à Slimane et Vita. Et pour notre photo de la semaine, nous partons au Canada, à proximité des chutes du Niagara. Une épave coincée depuis 1918 et surnommée le bateau fantôme s'est déplacée de 50 mètres après de fortes pluies. L'épave semble posée à la surface de l'eau, prête à glisser à tout instant. Ce sont 37 mètres de ferraille, échoués depuis plus d'un siècle et qui menacent de plonger dans les chutes du Niagara à moins de 700 mètres. Une forte tempête a fait bouger l'épave il y a quelques jours. Il semble que l'épave se soit couchée sur le flanc. Elle se trouve maintenant à 50 mètres plus bas de son emplacement habituel.
Depuis 1918, l'épave est coincée dans la roche, elle est immobile depuis 101 ans, à la suite d'un incident qui n'avait pas fait de blessés. À l'époque, le bateau servait à draguer le sable de la rivière Niagara en amont des chutes. L'épave est connue des touristes, le parc national du Niagara n'envisage pas d'opération pour récupérer l'épave, ce serait trop risqué dans ces eaux turbulentes. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve donc demain exceptionnellement pour notre grand angle consacré à la Première Guerre mondiale, actualité oblige, en ce jour anniversaire de commémoration de la Grande Guerre. Nous reviendrons sur ce qui a été le premier grand conflit mondial du XXe siècle. Et je vous donnerai également rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau journal. Très bonne semaine, à demain.